Ravi de vous retrouver, chers auditeurs et spectateurs. Vous êtes sur ma chaîne Vérité à venir et dès lors, vous pouvez liker. Également trouver la voie du partage par la flèche en dessous ou encore l'URL. Vous la copiez et vous la collez sur les réseaux sociaux ou bien en message privé avec des amis, de la famille. Ce qui compte, c'est les gestes, c'est me donner un peu de référence, me monter dans la visibilité et pour les plus actifs, ceux qui ont envie de réagir au contenu, qui s'activent à la cérébralité ou encore leur cœur qui leur porte à mettre un message, eh bien, il y a l'espace commentaire et je vous lirai avec une grande attention, que ce soit des opinions passagères écrites succinctement ou bien des analyses plus profondes, structurées avec les arguments et en plusieurs paragraphes. Quoi qu'il en soit, on s'enrichira mutuellement, donc n'hésitez pas à trouver ces formes d'action. Vous-même, ça vous entraîne aussi à ne pas seulement être dans l'écoute, à sortir de cet état passif pour passer en actif. Vous êtes quelque part co-créateur aussi sur la chaîne par les réactions que vous m'apportez. Aujourd'hui, on se retrouve pour un livre qui s'appelle Délire raciste et savant fou. Puisque vous savez, je ne suis pas du tout un racialiste. Je vais vous expliquer après pourquoi, en revanche, j'aime bien sortir du métissage et conserver un peu le résultat. Il n'y a pas de souci sur ça. Vous pourrez très bien observer ce que je partageais. Et je m'ouvre aussi aux esprits contradictoires. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se mettre dans une idéologie et ça y est d'affirmer « j'ai toujours raison ». La personne, souvent quand elle en arrive à cette sorte de conclusion, est dans une illusion. À un moment ou à un autre, ça va exploser et le retour à la réalité fera très mal. Il faut savoir que chacun, nous avons notre petite réalité et qu'il y a un environnement bien plus complexe et notre perception, elle est limitée. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit souvent l'au-delà. L'au-delà, c'est pas que le paradis, c'est ce qui va déjà franchir tes limites, de ce que tu as appris, de ce que tu t'es fait en conception du monde. Donc il faut savoir s'ouvrir à l'autre pour essayer de mieux comprendre et d'appréhender le monde. Derrière, ça ouvre la porte ni plus ni moins qu'à la conscience. Oui, l'interaction avec les autres, avec l'environnement et bien d'autres choses. Eh bien, dans ce livre, il y a des époques, et ça existe encore actuellement, où des hommes, des scientifiques, se sont lancés dans des expériences pour tenter de quantifier l'homme, de l'enfermer dans des cases, selon les comportements, les aptitudes, entre guillemets, qui pourraient arriver par la biologie, et bien d'autres critères encore. Donc il y a eu la craniométrie, l'anthropobiologie, dont nous avons déjà parlé avec les différents groupes sanguins, et l'idée que si on venait en mélanger certains, on déprécierait l'espèce humaine. On viendrait à créer beaucoup de troubles. Je vous avais même d'ailleurs lu un livre de Julian Huxley, UNESCO, qui avait été désapprouvé par l'organisme même, malgré qu'il soit président. Et lui, il voyait que les humains, selon ses théories, après liées au darwinisme, au lamarckisme et à bien d'autres choses, donc le darwinisme, c'est une évolution des différentes espèces, donc il y a une inégalité. En tout cas, le darwinisme légitime de se dire qu'il y aurait des hommes qui seraient au-dessus, par une meilleure progression des mutations différentes, et d'autres qui seraient inférieurs. Ça le légitime. Contrairement aux humanistes ou encore, on va dire, aux monothéistes, qui eux voient Adam et Ève au début, donc il y a une seule espèce, une seule race, les scientifiques s'appuient massivement sur le darwinisme, même si lui, il va dire ah, non, je ne reconnais pas ça. Il s'appuie sur ça, après sur les travaux de Mendel, et aussi, pas Mengele, Mendel, avec l'expérience des poids, pour l'hérédité, l'héritage qu'on vient à léguer, et donc les altérations aussi du patrimoine génétique. Si j'en viens à tout ça, c'est parce que dedans, nous verrons aussi un passage qui veulent une certaine forme de métissage. Donc, je vais vous expliquer, moi, de mon point de vue, en m'appuyant sur différents travaux et sur ce que je pense aussi, ce que j'ai au plus profond de moi, nous ne sommes pas faits pour nous mélanger massivement. L'histoire de l'humanité, c'est des gens qui se sont déplacés, qui sont croisés. On est d'accord. Mais il y a eu après l'établissement de peuples résultats. C'est quoi exactement un peuple résultat ? C'est historique, par son histoire, ses batailles, ses conquêtes, ses mises en place de lois, ses défenses ou non pour les plus démunis, les œuvres de charité, et on pourrait après faire toute une liste, voire même, voyez-vous, un livre de ça. Le truc, c'est qu'après, c'est pas seulement ça. On pourrait se dire, il y a l'histoire de l'humanité, et donc c'est qu'un petit chapitre qui vient dans le grand livre, donc on ne peut pas s'isoler. Attendez, il y a après, dans l'identité,
la langue qui est parlée. Et je vous avais sorti un livre qui différenciait les barbares, qui à l'époque, c'était pas les violents, hein, les barbares. C'était uniquement ceux qui ne parlaient pas la langue. Et donc qui étaient exclus d'une communauté, en tout cas d'un peuple résultat. D'accord? Et après, on a eu Xerxès, la Perse et tout le reste qui sont rentrés en conflit, et là bien plus violent. Et alors, le mot barbare a été attitré à celui qui vient commettre, voyez-vous, l'atroce, qui vient vous faire la guerre, qui n'est pas civilisé. C'est à peu près ça, le mot barbare, barbaros et compagnie. D'accord? Et puis ça a continué après. On a vu avec les barbaresques aussi les esprits de conquête, d'esclavagisme, de possession de l'autre et de la soumission de l'adversaire. C'est donc ça l'esprit barbare. Maintenant, mettons ça de côté et rattachons-nous à la dimension de la suite du peuple. Donc on a vu l'histoire, quelque part qui est liée aussi à la langue. C'est de l'ordre biologique, tout de même, puisque nous voyons très bien qu'en Europe, massivement, avant toutes ces déportations et on va dire ces migrations forcées par des associations ONG type George Soros, eh bien, on avait des résultats qui s'étaient effectués, des endroits à majorité blanche, d'autres à majorité noire, d'autres majorité arabe, et on peut comme ça faire toutes les ethnies qui existent. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il y a des supérieurs et des inférieurs. Parce que quand on regarde l'histoire de l'humanité, il y a eu à des endroits sur Terre, notamment le Moyen-Orient, entre autres, Proche-Orient aussi, en tout cas toute cette partie-là, où il y a eu la révolution agricole, le croissant fertile, et puis après on a vu en Europe l'invention de la roue qui révolutionne, et puis maintenant au niveau des Amériques et de la Chine également, les révolutions technologiques. Donc en fait, chaque peuple, chaque résultat qui s'est effectué au fur et à mesure du temps, apporte ses avancées à l'humanité et les partage avec les autres. Les mathématiques, l'Inde et compagnie. D'accord? La médecine, chacun y a apporté entre guillemets, de sa culture et de ses connaissances. Donc, nous ne devons pas être fermés. Et là, il y a une partie de vrai sur l'open society. Une société qui se referme sur elle-même, qui n'accepte aucun étranger, même pas un voyageur ou que sais-je, est déjà vouée à l'échec, à s'effondrer. Parce que ça partira même en arc de cercle dans les reproductions, vous voyez, les familles, à un moment, les croisements, ça créera du désordre. Donc on avait vu un livre de René Martial qui nous disait il serait intéressant de sélectionner certaines personnalités, personnages issus de pays différents, pour les emmener dans notre nation, tenter quelques croisements avec les femmes ou avec des hommes, et obtenir un renouveau, en tout cas fortifier la biologie du peuple. Donc on voit histoire, biologie, hein, je vous fais court, je ne veux pas non plus que ça dure trop longtemps en introduction, et il y a un troisième point, primordial, spirituel. Ce qui veut dire que si massivement on déplace des hindous sur la partie chrétienne, ça va créer des conflits, les cultures ne sont pas les mêmes, les cultes sont des opposés, et après il y a tout un tas de conflits qui peuvent s'orchestrer. Donc ce n'est pas tenable sur la durée. Il est plus intéressant d'avoir, on va dire, des zones qui restent hétérogènes, voyez-vous. Chacun a ses particularités. Et dans un même temps, on a le catholicisme, le message du Christ, qui appelle à aller peupler la terre et aller évangéliser, partager la bonne nouvelle et faire en sorte que tous puissent entendre le message, qu'on ne soit pas entre nous et qu'on vienne à, comme d'autres cultes existent, détester ceux qui ne nous ressemblent pas, les condamner d'avance et dire que ce sont des hommes ou des femmes qui sont finalement dans le péché, dans l'abomination, et ça y est, fini. En fait, on fait table rase sur eux et on n'en parle plus. Donc il y a le côté spirituel. Et c'est là où, en fait, l'identité qui se forge parce qu'il va s'installer dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire qu'il va se constituer en endroit précis, est en contradiction avec le dernier point, la spiritualité. Et donc quand j'ai lu René Martial, vous voyez, j'ai fait preuve d'une certaine intelligence, c'est-à-dire que, oui, sur le début, je suis d'accord, c'est historico-biologique, spirituel. C'est pour ça qu'on a des zones chrétiennes, des zones musulmanes, des zones, enfin, une toute petite zone, on va dire, qui s'est constituée de juifs récemment, et après les zones hindoues et ce que vous voulez. Et on voit quand même qu'il y a des majorités à certains endroits. Il existe tout de même des cohabitations, mais minimes soient-elles. D'accord? Donc, la question qui se pose après, c'est de savoir qu'est-ce qu'un peuple? Et est-ce qu'on peut s'identifier uniquement à un drapeau?
Et là, je vous avais même mis sur la voie d'une interrogation personnelle ou non. En tout cas, elle m'était chère et elle était sortie de mon esprit. C'est-à-dire que je me disais, les hommes aujourd'hui, majoritairement, et je peux en faire partie, on est prêt à tomber pour une patrie. Pourquoi exactement pour un drapeau? Donc après, il y en a qui disent le drapeau, c'est associé entre autres aux flottes, sous-entendu un droit maritime. En fait, on serait comme un navire, vous voyez, et on doit être des corsaires ou ce que vous voulez, se défendre, voire attaquer, mais en tout cas aboutir à notre destination. Ça, c'est ce qui est relevé. Moi, ce que je trouve incroyable, c'est qu'aujourd'hui, pour les chrétiens, pour les musulmans, ce que vous voulez, peu importe. Là, je ne vais pas en citer un spécifiquement. Mais les hommes d'un peuple sont prêts à défendre un drapeau coûte que coûte, donc au prix de leur sang, au prix d'un champ, si je puis dire, d'une forme de liberté, de culture à défendre, mais ils n'en feront pas de même pour leur religion. Regardez combien de Français sont prêts à prendre les armes actuellement si jamais il y avait une guerre, ou une guerre civile, que ce soit autrement une autre guerre avec des pays externes, pour défendre l'histoire, l'héritage qu'on a. Mais par contre, si tu les appelles, ces mêmes gens qui, peut-être à 40%, 60% sont chrétiens, à le faire pour la chrétienté lorsque, dans un des pays étrangers, ils sont persécutés, ils sont violentés et tout ce que l'on veut, il n'y aura pas beaucoup de monde à l'appel. Et on peut prendre le même exemple pour les Algériens ou encore pour les Nigérians ou ce que vous voulez. Si vous les appelez à défendre leur patrie, ils seront les premiers à prendre le drapeau, à être fiers et à avoir le glaive, si on parle entre guillemets, oui, si on met en image de l'époque. Mais par contre, si tu l'appelles pour Saouma, là, il n'y a personne. Moi, j'appelle pas à la guerre, c'est juste pour montrer les dissonances cognitives un peu. Et surtout, l'attachement où l'homme a préféré se détacher du plan de Dieu pour créer sa propre matrice. Les pays et toutes les limites, les frontières qui ont été inscrites, c'est de la construction humaine. Avant, ça n'existait pas. Il y avait les chasseurs-cueilleurs, ils se déplaçaient, il y avait les groupes de nomades, mais ils n'étaient pas, en tout cas, voyez-vous, inscrits sur un lieu. Ils n'étaient pas sédentaires. Donc, cette histoire en question de défendre, de faire des conquêtes est assez récente, tout de même, dans l'humanité. Alors, elle devrait nous interroger. Et j'avais essayé l'exercice en vous disant quel est le meilleur voyant, si je puis dire, celui qui a la vue ou celui qui est malvoyant, aveugle. Et je prenais cet exemple par rapport aux frontières. C'est-à-dire que quelqu'un qui est aveugle, tu lui dis à s'arrête où la France, il ne saura pas te le dire. Ça sera à la langue. On va dire ça sera cette barrière-là, linguistique, qui viendra lui dire ah bah là, je ne suis plus dans mes terres. Donc, qui est véritablement voyant, entre guillemets. Et ça continue comme ça. Mais ce n'est pas forcément le sujet d'aujourd'hui. C'est juste pour vous clarifier mes propos et vous pourrez remonter sur toutes les vidéos. Il ne s'agit pas de tenter de prendre comment dirais-je, un virage et de me remettre dans un soi-disant droit chemin, une bien-pensance ou ce que vous voulez. C'est vous expliciter pour ceux qui n'avaient pas compris que je ne suis pas racialiste. J'aime pas, en revanche, qu'on impose à un peuple un métissage forcé. Je refuse l'open society sous la forme de George Soros où ils veulent l'universalisme, non pas chrétien, musulman ou ce que vous voulez. Eux, c'est la République. Et c'est pour ça que je vous ai dit que nous, en tant que chrétiens, et peu importe s'il y en a qui vont me dire que je ne suis pas parfait, bah oui, je suis un homme. Et il y en a qui vont me dire hypocrite ou je ne sais quoi. Non, je m'en remets seulement aux écrits. Preuve en est, puisque j'éprouve et je vois que, selon ma perception, et je ne suis qu'un homme, je peux me tromper et peut-être qu'avec le temps, je changerai, euh, comment dirais-je, d'angle ou en tout cas je saisirai les phrases, les paraboles et tout ce qu'il en est différemment. Ma réception, on va dire, de la fréquence sera différente, mais quand je lis la Bible, je vois que le Fils n'est pas le Père. C'est important ça. Eh bien, quand on éprouve des choses de l'esprit, on voit que c'est pareil pour l'humanité, par rapport au peuple au résultat et bien d'autres choses. Mais en même temps, on doit dénoncer par contre ceux qui veulent un universalisme. Et donc, pour les chrétiens, nous sommes attaqués par l'Aouma qui, en fait, récupère avec leur Coran, ce que vous voulez, notre histoire. D'accord, je ne vais pas me répéter. Et vous avez de l'autre côté la République qui se veut parfaite, comme si elle viendrait affranchir les hommes de leur monstruosité, vous voyez, du côté animal, pour les amener à la cité, à la civilisation, à être des personnes éduquées dans la morale, donc discernant le mal du bien.
Mais l'inspiration de la République, à la base même, avec ses philosophes, est inspirée de l'ère pré-chrétienne, mais autant dire des rabbis, des porteurs du premier message avec les prophètes de l'Ancien Testament. Donc ils ne sont pas arrivés comme ça par magie. Et aujourd'hui, par contre, on veut nous dissocier tout cela, et en nous disant surtout qu'en fait, les philosophes, donc dans la sagesse de vie qu'ils doivent porter, dans les messages et les revendications qu'ils disposent à tous, donc dans des enseignements qui sont comme ça conclus avec un public, donc dans ils les amènent en fait à valider leur message, donc à désirer une république, entre autres, par Platon, alors que dedans, il y a des inégalités qui sont inscrites. Il y a une sorte de caste, un peu, sur plusieurs niveaux. Ceux qui subissent, ceux qui sont intermédiaires, et puis ceux qui détiennent tout le pouvoir. Je ne sais plus comment il les nomme, il y a trois trucs, il les nomme différemment. Eh bien, quand on s'intéresse à la structure de la société, on voit qu'aujourd'hui la République veut nous faire croire que c'est elle qui a ajouté la morale, qui a fait en sorte de punir le crime, qui essaye une meilleure égalité. Mais c'est faux tout ça. En revanche, on tente de nous l'imposer comme une vérité. Et c'est là où des Soros et des Klaus Schwab et tout ce que vous voulez s'attellent à effacer les frontières, à faire un gloubi-boulga, vous voyez, un mélange de tous les peuples donc dans un marasme, pour que l'on soit perdu. Et que la majorité de demain, eh ben en fait, il n'y ait pas les minorités blanches, les minorités noires, les minorités asiatiques, vous voyez, enfin minorité façon de parler, mais c'est-à-dire qu'il y ait des différences, mais qu'il y ait une majorité de métissés demain. Et les métissés, que se passe-t-il pour eux? Ils sont le cul entre deux chaises. Ou plus encore, devrais-je dire. Si leur ascendant avait déjà, je sais pas, un Italien, un Espagnol qui étaient ensemble, et puis ils ont eu des enfants, et l'enfant, par exemple, est né en France, et elle s'est mariée, je sais pas, avec un Belge, vous voyez, petit à petit, les descendances, en fait, à qui ils appartiennent? Eh ben, ils sont de là, de là, de là. Et donc, ils n'ont plus vraiment de territoire à défendre. Et alors, ils s'attellent à l'universalisme, c'est-à-dire citoyen de la planète, dont je vous avais déjà parlé, qui faisait écho à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ça, cette déclaration de 1789 ou 91, je ne sais plus exactement, eh bien, elle est inspirée également de l'ère chrétienne. Mais c'est le renouveau. C'est ce qu'on nous impose. On veut nous déraciner comme ça. Nous créer le grand conflit, on va dire, entre les grands dogmes religieux pour arriver à leur renouveau. Une sorte de naissance de ce qui sera imposé à la planète, avec un gouvernement mondial, entre guillemets, des blocs tels ce qui était décrit dans 1984 de George Orwell, et à partir de là, une humanité qui se gouverne elle-même. Et pourquoi pas s'affranchissant de l'esprit et de l'âme, qui en arrive à une sorte d'homo deus, c'est-à-dire l'homme-dieu, et toute maladie vient la pallier. Voyez-vous, il s'augmente, il se donne une sorte d'immortalité. En tout cas, il vise le fruit qui n'avait pas encore été croqué. On rappelle, dans le jardin d'Éden, la connaissance du bien et du mal, ce fruit-là, c'est le serpent qui a tenté, et Ève et Adam ont péché. En revanche, quand ils l'ont consommé, ils en ont eu en eux une autre dimension de ce qu'ils étaient. Oui, c'est la dimension sur la dimension, en fait, ça se juxtapose. Et il y a des niveaux qui ne sont pas encore accessibles. Entre autres, il y en a un particulièrement, c'est l'immortalité. Et que tente-t-il de faire actuellement avec le transhumanisme et le posthumanisme? C'est bien là. Et c'est la République qui conduit à ça. Et dans les républiques, il est bien question, par exemple dans Platon, de dissocier le bas peuple de celui qui est plus intellectuel, de l'aristocratie. Et il est dit, République 5, il me semble, faites en sorte qu'auprès du bas peuple, il y ait de l'homosexualité et qu'au sein des élites, il y ait une reproduction entre les meilleurs, pour que la planète soit peuplée que des meilleurs. On a vu exactement la même chose avec Margaret Sanger. Des idées, en fait, non pas seulement racialistes, mais on est passé... en fait, il y en a qui disent la lutte des classes, mais c'est plutôt la lutte des races. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est passé de la lutte des races à une sorte de lutte des classes, où ils se sont constitués en élite et ont donné un programme à suivre, un agenda où ceux qui paraissent défaillants, entre guillemets, qui ne méritent pas de vivre parce que leur raison apparemment serait altérée par un manque de parole, un handicap quelconque, ou encore un chromosome en trop, ou je ne sais quoi, eh bien ces gens-là seraient condamnés à mort parce que leur raison ne serait pas dans le total ethos, voyez. Il ne resterait que ces gens aient encore du pathos limite.
Et donc on a vu que les socialistes se sont organisés à ça, les réformateurs ont grandement participé à la fois à promouvoir un droit où les enfants ne doivent pas travailler, où on doit mettre un temps limité, où il doit y avoir des vacances, et ce que l'on veut. Mais ça nous a été vendu. Voyez-vous, c'est du marketing. Quand on s'intéresse plus en détail, euh, c'est bien plus divers, bien plus complexe. Je n'ai pas le temps aujourd'hui de traiter ça, ça viendra par la suite. Donc ce que l'on comprend, c'est que la République, qui veut s'imposer entre autres depuis Platon, elle n'est pas du tout morale. Elle ne discerne pas le bien du mal. Ça, c'est que, voyez-vous, une posture. Et dedans, ils mettent du superflu pour en fait envoyer un tas d'informations et perdre la personne face à son locuteur. Et donc, il vient lui éduquer d'une certaine façon. Comme aujourd'hui, on a l'éducation morale et civique à l'école. Voyez-vous, mais très limitée, basée sur un dogme gauchiste, anti-religieux, anticléricaliste, etc. Donc c'est très important de se focus et de comprendre les guerres qui sont menées contre les peuples. D'accord ? Et à partir de là, on en vient donc à Margaret Sanger et à bien d'autres, à voir qu'ils veulent une classification d'humanité pour en enlever certains et pour que les autres y adhèrent. Adhèrent à quoi ? Justement, à ce nouveau programme. Et pour ce faire, pour en fait obtenir le consentement, parce que c'est que par donation, on va dire, de sa volonté, de son acceptation, à partir de ça, de chaque être humain, qu'ils peuvent gouverner. Ben, sinon, ils ne sont pas assez nombreux. Ils se font renverser rapidement. Et là, on ne parle pas forcément d'un complot ou peu importe. Énormément y adhèrent. Énormément mettent les pieds dans le plat. Donc, il est dit, parce qu'on va maintenant se mettre à la lecture de ce livre, il ne s'agit pas seulement de m'entendre, à peu près 20 minutes, c'est pas mal déjà en termes de présentation de mon idée, comme quoi je ne suis pas donc racialiste. En revanche, j'identifie bien des différences de peuple et pas de race. Non, en France, ça ne me dérange pas du tout, et au contraire, même fier que dans notre histoire, nous ayons été peut-être à 80% blancs et qu'il y a eu 5 ou 10% d'asiatiques, 5 ou 10%, enfin vous voyez, je grossis les traits, mais d'arabes et puis de ceux qui sont d'Orient, quoi. Ça ne me dérange pas. Le truc aujourd'hui qu'il faut dénoncer, c'est la guerre de type 4. Il faut que je retrouve le livre qui en parlait, parce qu'en fait, celle-ci, c'est quoi ? Cette guerre de quatrième génération. Eh bien, ce sont des États qui en veulent encore à la France, hein, je parle par exemple pour notre pays, pour un ordre colonial à passer. D'accord ? Taubira, là, il me semble récemment, là, elle a pas un de ses fils qui s'est fait avoir dans un truc de stup. C'est qui me disait donc qu'il fallait pas remémorer aux Français la traite par les barbaresques, parce que sinon on n'en finirait jamais à en vouloir et à recommencer à réclamer, on va dire, des dus. Qu'il ne faudrait pas faire porter sur le dos des Arabes un passé dont ils ne sont pas coupables aujourd'hui. Alors, moi je suis d'accord, moi je ne demande pas réparation aux Algériens, aux Tunisiens ou ce que vous voulez. Pas du tout, c'est l'histoire du passé, il n'y a pas de problème. En revanche, quand dans les manuels, quand au cinéma, quand dans les discours publics, politiques et compagnie, on met toujours la culpabilité sur le blanc, sur la traite occidentale, et qu'on omet les traites intra-africaines, qu'on enlève complètement, carrément, de notre histoire de France, le passage où des barbaresques se rendaient chez nous pour enlever des femmes blanches et les mettre dans des harems, qui les enlevaient également des hommes pour les mettre en esclavage. Là, je trouve une forme d'inégalité, voyez-vous, de malhonnêteté dont je vous ai déjà parlé. Ça, on appelle ça un esprit pervers. Des gens qui veulent, en fait, nous accubler de tas de, comment je pourrais dire, de remords, alors qu'on n'est en rien coupable. Ça pose problème. Et en revanche, comme ce discours est maintenu, eh bien vous avez des pays étrangers qui, eux, ne vont pas déclencher la guerre avec nous. Ils y perdraient rapidement, que ce soit en commerce ou bien d'autres choses. Ils ont trouvé une autre stratégie. Donc la guerre de type 4, elle consiste à envoyer des éléments nuisibles d'un peuple, au lieu de les mettre dans leur prison, et donc qui les entretiennent, ou encore à les relâcher au bout d'un moment et qui remettent des crimes ou des délinquances dans leur pays d'origine, ils font en sorte de leur dire tu ne seras pas condamné, ou carrément leur faciliter le trajet pour un autre continent ou une autre contrée, et ils les font sortir de leur pays, donc pour mettre ces éléments nuisibles chez ceux, entre guillemets, qu'ils sont désireux d'attaquer, ou de voir périr, tomber, etc., pour après dire regardez-les, ils sont nuls, sans nous ils ne sont rien, ou ce que vous voulez. Eh bien, c'est exactement ce qu'on voit avec certaines OQTF qui ne sont pas appliquées.
Parce que les pays d'origine ne veulent pas émettre les documents pour recevoir leurs propres ressortissants. Et ça, c'est grave. Et on peut aller plus loin. On en a certains qui nous envoient des criminels. Ils le savent très bien, mais ils ne les ont pas enregistrés dans les bases de données. Et donc chez nous, ça se passe comment? Eh bien, ils viennent, ils n'ont pas en poche, ils ne sont pas présents légalement, ce qui signifie que derrière, il y a des réseaux parallèles qui s'installent, qui créent un environnement qui commence à créer un désordre, un chaos sur notre territoire, et où l'on se retrouve avec des délinquances qui augmentent parce qu'au niveau des violences, ils n'ont aucune pitié envers nous. Et là, je parle envers les Européens de souche, puisqu'ils nous en veulent. Et que le discours qui leur est vendu, c'est qu'eux, ils sont victimes, et que par contre, les autres, chez qui ils sont, et qui des fois les accueillent, leur donnent des associations, ce qu'il faut pour se vêtir, à manger et compagnie, eux sont coupables de leur souffrance, et donc il n'y a aucune hésitation à ce qu'ils leur fassent du mal. Il y aura le pardon qui leur sera mis. Il y aura une légèreté judiciaire qui leur permettra de nouveau de recommencer. Et alors, nous voyons des violences augmentées, des vols à l'arraché, des coups de couteau qui sont donnés gratuitement, des insultes comme ça qui sont à longueur de journée émises dans la société, mais aussi, et c'est là le plus grave, des crimes contre des femmes, des viols, des violences, des séquestrations, des mises en prostitution de certaines jeunes filles. Et quand je le dénonce, on me dit non, mais tu parles d'une minorité. Si tu fais le constat en regardant, par exemple, je sais pas, allez, on va dire comme ça, je sors un chiffre du chapeau, voyez-vous, mais les 3 millions de Maghrébins et les 2-3 millions pareils de subsahariens, ça représente quelques milliers de cas. Mais vous comprenez qu'il y a une protection, entre guillemets, ethnico-religieuse dans ces sphères-là pour éviter de mettre de l'ordre. Comprenez? La revendication qui devrait être portée, déjà, moi je l'ai toujours dit, c'est quand du travail, une personne qui a commis du mal contre un Français et qui en plus a insulté le pays, c'est double peine. Il doit rembourser les familles victimes et l'État. Parce qu'il est venu, entre guillemets, vouloir souiller notre peuple. Et quel qu'il soit, le Français, hein, blanc, noir, entre guillemets, voyez-vous, arabe ou ce que vous voulez. Peu importe. Du moment qu'il y a un crime qui est commis, son auteur doit en payer le coût. Et d'ailleurs, peu importe aussi la couleur de l'auteur. Il faut des camps du travail, ça remettra bien plus rapidement de l'ordre. Et c'est ce qui est, il me semble, proposé en Amérique latine, ou en Amérique centrale, je ne sais plus, il faudrait revoir. Et ça, c'est une bonne solution. Parce que les gens sont rapidement dissuadés. Ceux qui traversent la Méditerranée, par exemple, se diront « bah non, là c'est plus notre intérêt d'aller là-bas pour voler parce qu'on se retrouvera pendant des années à travailler au champ et pas un en sortant et on retournera après au bled avec 0 en poche. » Mais là, on me dira, attends, t'es raciste. En quoi? Dites-moi en quoi? C'est juste du bon sens. Et il y a plein d'autres propositions comme ça. Mettre la pression aux États. Mais il y a un endormissement de la société. Il y a un embellissement des criminels. Où on nous dit qu'il n'y a pas de sujet, ce sont des faits divers. Il faut maintenant s'adapter à cette montée en horreur. Donc, dites-moi maintenant, je vous questionne, vous qui passez m'écouter de temps en temps ou qui êtes concrètement là à, on va dire, entendre les arguments. Dites-moi ce que j'aurais à me reprocher avec ma position. Parce que l'espace communauté là, que j'entretiens, où je mets les posts, entre autres, de F de souche ou de ce que vous voulez, c'est la réalité du terrain. C'est pas monter les dossiers en épingle, c'est la réalité, c'est un ras-le-bol qui doit s'exprimer à un moment parce qu'on ne se laissera pas piétiner. C'est trop facile. Et il était dit d'ailleurs par une réponse à Rokhaya Diallo dans un livre, combien de femmes, entre guillemets, c'était dit de cette façon-là, en babouche ou en tenue traditionnelle africaine, voyez-vous, qui se font violer, harceler dans les rues. En France, en Belgique, en Espagne, où vous voulez. Il n'y a pas de stats dessus, donc on peut pas. Enfin, faites preuve de logique. Est-ce que vous en voyez souvent des femmes, entre guillemets, racisées, recevoir autant de haine, d'humiliation, de ce que vous voulez, de la part de peuples issus de l'étranger? La réponse est non. Les cambriolages, ils visent qui majoritairement? Les vols de téléphone, tout ce que vous voulez. Et je peux continuer comme ça avec une liste énorme. Et pour les gauchistes qui me disent « Ouais, mais là, tu vois, tout ce que tu propages, c'est une sorte de colère, tu devrais te concentrer uniquement sur l'élite, ceux qui détiennent le pouvoir et qui organisent, on va dire, ces déplacements de population. » C'est l'élite aussi qui leur a mis dans la tête d'aller faire des crimes. C'est qui? C'est les sions ou ce que vous voulez qui sont en train de leur chuchoter à l'oreille d'aller comme ça commettre délits et crimes? Je crois pas.
Ils agissent de leur propre gré, de leur propre volonté. Quand on les interroge, beaucoup ont la haine du blanc, justement. Le baptou, ou ce que vous voulez. Et ça, ces termes, moi, ça me dérange pas forcément. C'est ce qu'ils ont au fond. Voyez-vous, entre guillemets, en définition. Le baptou, ça reste le blanc. Mais la définition qui leur porte au cœur à ces gens qui tiennent ces propos, c'est quoi? C'est qu'on est des mécréants, des koufars. Pour d'autres, que nous sommes encore de l'esprit colonisateur. Donc que on est redevable. Et qu'à un moment ou un autre, ils nous mettront à l'amende. En gros, c'est ce qui est désiré, par bon nombre. Et c'est pas un épiphénomène qui est là et là et là, non. C'est des choses qui prennent de l'ampleur. Alors, on ne me l'aura pas. Et ceux qui me disent, ouais, mais tu peux pas prouver par rapport à la surreprésentation de ces étrangers dans les crimes et les délits, parce qu'il n'y a pas de statistiques ethniques. Mais pourquoi à ce moment-là vous affolez quand on propose d'en faire? Quand on demande à ce qu'il y ait, voyez-vous, un audit, une sorte de référendum auprès de la population globale, quelle qu'elle soit d'ailleurs, voyez-vous, l'intégralité, on l'englobe, et qu'on leur dirait, est-ce que vous êtes favorable au stat ethnique? On retrouverait la LFI, on retrouverait encore d'autres mouvements de gauche, écologie, En Marche les Verts, ou ce que vous pouvez encore ajouter à ces groupes politiques, qui se mobiliseraient, qui instrumentaliseraient même les gens honnêtes, pour leur dire non, il ne faut pas. Voyez-vous, à partir du moment où tu ne peux pas diagnostiquer le problème, tu ne pourras jamais apporter la solution. Voyez-vous, c'est comme une sorte de téléconsultation. Tu vois ton patient à distance, mais jamais tu ne pourras le toucher et utiliser tous tes objets qui te permettent de faire un vrai diagnostic. Donc tu pourras dire des approximations, mais tu ne seras pas dans un constat réel. Comprenez bien ça. Donc nous, on demande la réalité. En revanche, maintenant, puisque c'est le sujet du direct, nous ne commettrons pas ces erreurs, ces atrocités, absurdités, bêtises du passé, où là, il dérivait totalement. Selon, en gros, ta taille de crâne, on pouvait dire si tu étais intelligent ou idiot, si tu étais des hauts de caste ou ceux à sacrifier, entre guillemets, à mettre au champ. Selon le placement de l'encéphale, eh bien, de dire que là, toi, tu seras plutôt considéré comme un Européen et compagnie. Et après, quand ils se rendaient compte qu'il y avait des erreurs ou que ça pouvait être favorable, par exemple aux Noirs à l'époque, ils enlevaient ça. Donc on va lire les passages. C'est parti. Seuls quelques grands génies font œuvre positive. Mais les seconds rôles, les seconds couteaux, avec leur vilainie, font aussi partie de l'histoire. Le docteur Mengele, autant que Vézal, les théoriciens de la sélection raciale, non moins que Descartes, Lysenko, tout autant que Mendel, et tous les démolisseurs autant que les constructeurs. Plus généralement, il y a toujours eu un grand nombre de gens pour dire n'importe quoi, y compris et même surtout en matière scientifique. Des gens pour tenter de ruiner les affirmations de leurs devanciers, pour haïr, pour détester et entasser sottise sur sottise. Cessons de faire l'histoire de l'intelligence seule, au demeurant toujours rattrapée, toujours dépassée, comme n'importe quel record. L'histoire des erreurs, souvent originale et unique, est certainement moins banale. En tout cas, le savant n'a jamais été à l'abri des préjugés de son temps, des pesanteurs de sa condition sociale, du nationalisme ambiant, de la volonté de blesser les autres, sans parler de haine et de racisme inconscient. On peut même avancer que la grande occupation des gens, savants ou non, au cours des siècles, a souvent consisté à dire du mal de leurs voisins, de leurs collègues, de leurs professeurs, des maîtres ou encore des dieux. Nos trois médecins, avec un certain bonheur, ne s'en sont pas privés. En décrivant les autres, le criminel, le Christ, l'Allemand, comme des crétins dégénérés, étaient-ils eux-mêmes vraiment bêtes, idiots? La réponse est sans doute non, mais c'est une grande question, dont nous réservons l'étude pour notre conclusion. Parce que dedans, on va revenir sur une théorie qui blasphémait contre le Christ, mais qui semblait être admise par certains. Comme quoi, il était, comment dirais-je, sous alcool, il me semble, et bien d'autres choses. Il faut que je me remémore, ça fait un petit moment, ça c'était avant les vacances que j'avais lu cet ouvrage. Disons toutefois dès maintenant que la bêtise, la grande bêtise, celle qu'accompagne une imagination superbe et délirante, n'est d'ailleurs jamais tout à fait bête, et c'est bien là tout le problème. Alors, allons à la page numéro 14, et on va s'intéresser à Lombroso. On pensa que tout pouvait être traduit en chiffres, spécialement l'homme. Ainsi, on pourrait calculer avec précision, quantifier ses qualités et ses défauts, ses bons et ses mauvais côtés. Cet esprit, qu'on appela
Positivisme, naturalisme ou scientisme, selon les disciplines, toucha à peu près tous les secteurs même de la littérature. Les écrivains français, de Balzac à Flaubert et Zola, crurent pouvoir distinguer des espèces sociales. En Allemagne, G. Hauptmann, plus tard Thomas Mann, en Scandinavie H. Ibsen et J.A. Steinberg, en Italie Giovanni Verga, d'innombrables philosophes, hommes de théâtre et romanciers dans le monde entier, de l'Espagne aux États-Unis, furent plus ou moins gagnés par la religion de l'objectivité et du déterminisme. Sous-entendu, ce sont tes gènes qui déterminent ton avenir. Donc, tu auras beau vouloir travailler de la musique, si ce n'est pas inscrit dans ton code de vie, tu n'y arriveras pas. Tu pourras suivre des tas de formations pour devenir, par exemple, menuisier, ébéniste, si dans ta génétique, ça ne te permet pas d'avoir, on va dire, une belle souplesse pour les mains ou je ne sais quoi encore, une attention spécifique, voyez-vous, pour travailler et être dans une forme d'art, ça ne sera pas accessible. Et donc, Julian Huxley, de cette idée du déterminisme, en avait conclu qu'on devrait faire des coupes budgétaires. Au lieu de gaspiller ce qu'il appelait les ressources, donc qu'elles soient du professeur, qui a un certain nombre d'élèves limités face à lui, de ressources financières et de bien d'autres choses encore, il fallait directement déterminer donc par je ne sais quelle science, peut-être la craniométrie, prise de sang et compagnie, si tu étais plutôt de la caste des travailleurs du champ, de la caste des intellectuels, de la caste de ci et de ça. En fait, on en revenait au meilleur des mondes avant le meilleur des mondes. Pas dans la dimension de Julian Huxley, mais déjà dans ce qui était pensé précédemment. Parce que je crois que c'est 1934 ou quelque chose comme ça, je ne sais plus, pour le meilleur des mondes. Et Julian Huxley, l'UNESCO intervient bien après. Donc on voit qu'il s'intéresse à tout, il s'applique à écrire avec réalisme l'histoire d'individus comme s'il s'agissait presque d'animaux, d'êtres en tout cas largement déterminés par leur constitution et leur hérédité. Ce que je vous expliquais un peu plus en détail avant. Si cette théorie, cette mode plutôt, produisit souvent des chefs-d'œuvre littéraires, elle fut beaucoup plus dommageable dans les sciences humaines elles-mêmes, que les artistes prétendaient vouloir imiter. Les premiers balbutiements de l'anthropologie, donc il y a aussi l'anthropobiologie qui est différente, où sciences de l'homme se résumèrent en effet trop souvent en des études fort peu rigoureuses. On mesura certes quelques caractéristiques, mais on généralisa beaucoup trop. On tenta souvent, bien loin de toute objectivité, de mettre en évidence par des chiffres des différences humaines et d'en tirer une prétendue infériorité ou une prétendue supériorité. Le mélange de Newton, Darwin et Claude Bernard, l'introduction à la médecine expérimentale fut publiée en 1865, finit par produire ce que Stephen Jay Gould devait appeler une alliance impie. Alors, il exista indiscutablement un racisme scientifique, qui est au cœur de ce livre, racisme où l'on mêla des avancées remarquables, notamment la théorie de l'évolution due à Charles Darwin, exprimée dans son origine des espèces, et une sorte de manie des chiffres qu'on mit partout, même là où il n'avait rien à faire. Alors, je rappelle, de l'origine des espèces, dedans il manque beaucoup d'éléments. Dites-moi comment un bébé oiseau peut vivre sans une maman. Dites-moi comment un bébé humain peut vivre... voyez-vous, comment il pourrait vivre d'ailleurs, le premier bébé humain? Donc ça serait la longue continuité de singes, pourtant on nous dit non, c'est pas des singes, c'est le cousin du singe. Donc il y aurait un début, mais comment il arrive ce début? Et là c'est inexplicable, il manque des maillons, des descriptions dans ce que la théorie de l'évolution veut nous laisser entendre. Alors après, on a autre chose qui s'y joint, le lamarckisme, qui dit que tu t'adaptes à ton environnement, et il prend l'exemple de la girafe, il me semble, avec son cou qui s'allonge par rapport aux arbres, où l'alimentation est moins disponible voyez-vous, à sa hauteur de tête. Donc elle doit s'adapter, et c'est comme ça qu'elle aurait eu d'évolution. Alors ça, c'est du lamarckisme. Donc après de cette idée, il y a bien d'autres choses qui en découlent. On voit également qu'il y a donc une manie pour les chiffres partout, même là où il n'y avait aucune utilité, aucun intérêt que l'on prête des chiffres. Selon la formule de René Dumesnil, le scientisme peut d'ailleurs se définir comme l'application de la science hors de son domaine. Un des plus fameux exemples de cet état d'esprit fut l'étude des crânes. La science des crânes même,
comme on crut pouvoir l'appeler, craniologie. Il était sans doute légitime d'étudier l'anatomie et la physiologie, plus généralement la nature et le fonctionnement du cerveau. Mais ce ne fut pas ce qu'on fit. On s'occupa moins d'observer les neurones que d'établir un lien entre le développement intellectuel et la structure de la boîte crânienne. Selon la tête et ce qu'on pouvait en mesurer, l'individu et sa famille, son groupe humain, étaient réputés intelligents ou crétins. C'est ce que certains voulaient d'abord démontrer. Le principe de base, il était simple. Pour être intelligent, il était nécessaire d'avoir un gros cerveau qui pèse. Et pour avoir un gros cerveau, il fallait qu'il puisse se loger aisément dans le crâne. Plus le front serait haut, plus il y aurait de chances qu'il existât dans ce crâne cette place si nécessaire à l'intelligence. On commença donc à mesurer l'angle facial, c'est-à-dire l'angle formé par la conjonction du front jusqu'à la mâchoire. La conjonction d'une ligne oreille-nez et d'une autre, et donc descendant du front jusqu'à la mâchoire. C'était une façon de voir, calculer cet angle atteignait 80 degrés, mais c'était une façon donc de voir calculer sur mesure pour favoriser les Européens. Chez eux, l'angle qui était mesuré atteignait donc 80 degrés, mais seulement 50 degrés chez le singe, dont le front est souvent aplati. Entre les deux, on trouvait ce qu'on appelait alors, à l'époque, les nègres. 70 degrés. La nature avait bien fait les choses, et l'évolution aussi. La hiérarchie existait et démontrait la supériorité des Blancs. Ça, c'est ce qui était désiré par ces chercheurs. La hiérarchie existait et démontrait la supériorité des Blancs. On mesura ensuite la capacité crânienne, c'est-à-dire le volume du cerveau. Là encore, les Européens se montrèrent au début très satisfaits puisque, chez eux, cette capacité semblait en général d'un 10e supérieure à celle des Noirs. Un seul ennui. Aux Européennes aussi, il manquait environ un 10e de capacité crânienne pour égaler les Européens. Le crâne des Européennes avait en gros la même capacité que celui des Noirs. Mais dans un temps où l'Église et même bon nombre de penseurs laïcs étaient assez antiféministes, on accepta la leçon. En gros, les femmes sont moins développées que les hommes blancs, et donc c'est pour ça qu'on peut les comparer aux hommes et aux femmes africaines. Cela ne faisait que démontrer scientifiquement, de façon chiffrée en centimètres cubes, les maigres capacités intellectuelles des femmes. Bien entendu, tous ces calculs prétendus rigoureux, on verra qu'ils ne l'étaient même pas toujours, ne prouvaient rien quant aux facultés intellectuelles. En général, mais on ne le saura que plus tard. La masse cervicale est tout simplement proportionnelle à la masse du corps humain. Et si les femmes ou les membres de certaines peuplades mal nourries ont un peu moins de cerveau, c'est parce que ces individus pèsent un peu moins. Par ailleurs, que le front soit haut ou bas ne change rien à l'affaire. Aucun rapport avec l'intelligence qu'on trouve ou qu'on ne trouve pas, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Chez les jaunes que chez les noirs, chez les gros que chez les maigres, quel que soit le poids de leur cerveau. On prenait l'apparence pour la réalité, le quantitatif quantitatif pour du qualitatif. Et il y a un livre de Dorothée Brauweiss qui, je crois que c'est Sexe, cerveau et... il me manque un truc, sexe, cerveau, quelque chose, qui revenait sur ça en disant, que par exemple, je crois que c'était le grand penseur là. Ah, il m'échappe. Qui a travaillé sur le quantique, sur la relativité, d'Einstein. Eh bien, Einstein avait un cerveau plus petit et plus léger que la moyenne. Et pourtant, c'est un grand génie. Donc c'est pas... Après, il y en a qui diraient, oui, mais c'est un élément qui peut être différent des autres. Non, ça a été prouvé au fur et à mesure du temps que c'est pas la lourdeur ni le volume du cerveau qui fait l'intelligence. Et il me semble qu'après, il y a bien des exemples comme ça. Alors attendez, on va avancer un peu. Donc les femmes qui nous disent étaient comme les noirs, validées par l'antiféminisme de l'époque. Page 18, on arrive à Samuel, qui est là. En 1849, Samuel Morton, qui fut sans doute le premier grand savant américain, en tout cas le premier anthropologue moderne, établit une hiérarchie dans la capacité des crânes. D'abord les Blancs, ensuite les Indiens, enfin les Noirs. Son désir de classer les races selon la grosseur de l'encéphale se heurta cependant à la grande variation qu'il observa entre individus et à la faible différence. On rappelle, l'encéphale, c'est assez petit et c'est ce qui est situé derrière le crâne. D'accord ?
Et j'ai un livre sur, il doit être à côté, euh, comment dirais-je, sur les cerveaux et les comportements. Et donc je m'intéresse un peu à ce sujet aussi, avec les différents lobes, occipital et compagnie, frontal et les deux autres. Donc là on nous dit, son désir donc de classer les races selon les grosseurs de l'encéphale se heurta cependant à la grande variation qu'il observa entre individus et à la faible différence, moins de 80 cm3 sur 1400 en général, qu'il trouvait entre les moyennes des groupes entiers. Alors, ce vrai savant, cédant à la pression sociale, aux idées du temps, au désir de démontrer, trichait plus ou moins. D'un livre à l'autre, il changeait les résultats précédemment obtenus sans se justifier, sans doute pour rester cohérent avec ses nouvelles affirmations. Il ne faisait, bien entendu, aucun rapport entre le poids des cerveaux et le poids des corps. Il prenait des crânes de femmes seulement quand cela lui convenait et dans les proportions qu'il choisissait. Si ça ne rentre pas dans ce qu'il veut démontrer, hop, de côté, ça n'existe pas. Pour juger de la capacité des crânes anglais, il n'avait retenu que des hommes, éliminant les femmes, ce qui lui permit de remonter la moyenne du groupe. Les Anglais plus intelligents que le reste. Il exagérait volontairement les maigres différences qu'il mettait en évidence entre races. Le français Paul Broca, dont on a après l'air de Broca dans le cerveau qui porte le nom, professeur renommé de chirurgie clinique à Paris, créa en 1859 la Société d'anthropologie de Paris. Il se lança dans les mêmes études, mais ses travaux montrèrent plus de sérieux. Il reconnut là une très grande variabilité des capacités crâniennes, mais n'en demeura pas moins persuadé qu'il existait un rapport remarquable entre le développement de l'intelligence et le volume du cerveau. Après l'examen de centaines de crânes, il confirma que la masse de l'encéphale révélait la qualité des hommes. Alors, je cite, « En moyenne, la masse de l'encéphale est plus considérable chez l'adulte que chez le vieillard, chez l'homme que chez la femme, chez les hommes éminents que chez les hommes médiocres, et chez les races supérieures que chez les races inférieures. » Fin de citation. En 1869, peu avant l'intrusion de Lombroso dans le débat, un riche Anglais passionné de mensuration, Sir Francis Galton, qui est le cousin de Charles Darwin, qui est l'inventeur du mot eugénisme, voilà, je vous rajoute les éléments, ajouta sa manie du chiffre à la craniologie avec un ouvrage remarqué. Donc l'ouvrage, c'est Francis Galton, Hereditary Genius, 1869. Dans son positivisme statistique, il avait foi en deux postulats. Tout était héréditaire et tout pouvait être mesuré. Au cours de sa vie, il a prétendu appliquer la statistique aux domaines les plus divers et les plus étrangers. Il pensa pouvoir mesurer l'efficacité de la prière, établir un tableau chiffré avec répartition et carte des plus jolies filles vivant sur le territoire britannique. La ville de Londres arrivant en tête, Aberdeen en queue. Ces calculs prétendaient aussi déterminer le nombre souhaitable d'enfants par couple selon la mesure des dons intellectuels des parents et naturellement de leur crâne. Il fut sans doute un pionnier, peut-être un génie de la statistique et sûrement un bien curieux personnage. On le vit tenir lui-même un stand à l'exposition internationale de 1884 où pour 3 pence, il mesurait le crâne des gens et leur annonçait le chiffre, la note qu'il accordait à leur intelligence. Pour toutes ces mesures, notamment les calculs d'angle, le jaugeage et cubage des crânes, les premiers anthropologues inventèrent des instruments. Craniomètre de Sarlandière et céphalomètre dans le thème 1836. Puis des appareils de plus en plus complexes comme le double compas que le docteur Godenzi baptisa clinomètre. Dès 1837, le Hollandais Jean van der Hoven décrivait un crâne en 10 mensurations. Chaque savant, ou presque, se fabriquait un cadre à maxima, un compas millimétrique, divers goniomètres. On donnait des noms savants à ces appareils, tropomètre, craniographe, sténographe. Paul Broca en inventa beaucoup, mais les Italiens, très intéressés dès le début par la nouvelle discipline, ne furent pas en reste. Anfozzo inventa l'anthropomètre, qui mesurait plusieurs parties du corps à la fois, la longueur du nez, la hauteur des épaules, les dimensions céphaliques, appareil qui fut encore perfectionné par son concitoyen, le professeur Sergi. Un peu plus tard, on a le professeur viennois, qui est Bénédicte, parvint donc avec son cathétomètre à obtenir un graphique crânien qui retient l'intention donc de Lombroso et que celui-ci vanta dans un de ses ouvrages. On comprend un peu mieux l'ère de l'époque, loin de ce qui nous est vendu dans les livres scolaires, dans
documentaire où ce qu'on veut, Hitler arrive au pouvoir, s'est radicalisé depuis sa cellule et de ses deux manuscrits, Mein Kampf, hein, parce qu'il y a Mein Kampf, après je crois qu'il y en a un deuxième, que je lirai plus tard. On veut nous laisser entendre qu'il s'est radicalisé tout seul, il avait déjà sa haine des étrangers, qu'il portait en lui également une haine du juif en le classant comme une race à part, qu'il fallait donc, voyez-vous, effacer de la terre. Il ne portait pas non plus les Noirs et d'autres d'ailleurs dans son cœur. C'est une partie de la réalité. Mais on n'essaie jamais de comprendre la source de ces dires. Et ce qui est incroyable, c'est que quand j'ai lu ce livre, donc qui est scandaleux, hein, je ne suis pas là en train de dire ouais bravo, lisez Mein Kampf et soyez satisfait. Non, non, non. C'est monstrueux ce qu'il y a dedans, mais il faut essayer de comprendre la logique. Comment il en est arrivé comme ça à établir un programme. Et surtout, vous croyez que c'est qu'un seul homme comme ça qui déclenche tout, des foules et... Non. Il y a bien d'autres choses derrière. Dont une ambiance globale de la société qui pesait déjà, qui était prête, entre guillemets, à recevoir une instruction. Entre autres, de se séparer de ce qu'ils appelleraient les inaptes. Parce que ça coûte cher à la société. Et on l'a revu, là, encore actuellement. Regardez le Rivotril, l'euthanasie de certains, entre guillemets, c'est de l'euthanasie. L'IVG, l'IMG. Vous comprenez? C'est-à-dire que ça n'a pas disparu. C'est une ambiance qui existait déjà à l'époque. Aujourd'hui, il pourrait se reproduire les mêmes horreurs, je le pense. Parce que il y a l'ordre individuel et, on va dire, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Eh bien, à cette époque, donc quand j'ai lu Mon combat, j'ai vu dedans des correspondances du principe de population de Malthus, avec l'idée des ressources finies par rapport à la population, et donc il fallait étendre les territoires, et qu'il fallait faire attention, on va dire, à conserver les meilleurs éléments. Donc on était déjà dans une perspective de sélection, toi tu vis, toi tu crèves. Hein. Toi tu vis comme Dewey là dans Malcolm quand il prend ses Playmobil. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Vous voyez, c'est comme ça qu'ils s'organisaient. On avait les sociétés eugéniques. En fait, le darwinisme, en héritage de Mendel, laisse lui-même quelque part une folie à Mengele. Et ce que je veux dire, c'est d'ailleurs des expériences qui n'en finissent plus. On veut voir jusqu'où on peut pousser la science. Et d'ailleurs, je rajoute juste un élément qui est différent, mais que je viens connecter à ça. C'est dans l'Apocalypse, Révélation, l'église de Pergame est le trône de Satan. Et que quand on s'intéresse à ce lieu-là, entre autres du temple de Zeus, il y a un autre personnage qui est un médecin. Et ce médecin-là est retrouvé entre autres dans le serment d'Hippocrate. Que les responsables de l'époque, parmi les premiers radicalisés engagés dans l'esprit de la sélection artificielle et compagnie, hein, du projet final, de la solution finale plus précisément, pour être bon dans les termes, c'était des médecins. Et les premiers enragés étaient des médecins. On l'a retrouvé encore même pendant le Covid et compagnie. Les premiers à vouloir nous mettre la pression et à tenter de se séparer, ce qu'ils appelleraient des mauvais éléments, c'est des médecins. Pourquoi? Le serment qu'il parle, qu'il, entre guillemets, il jure dessus, de faire le bien, pas le mal, d'être toujours dans le sens du client, enfin du patient. Hein, aujourd'hui, c'est un peu changé, ces rapports financiers. Mais il y a une base dedans qui est de ce personnage médecin de l'époque qui était à Pergame. Il faut que je retrouve le nom et je vous ferai un sujet dessus. Eh bien, cette ambiance, en fait, elle a toujours existé. Et si j'en viens là, c'est quoi? C'est donc, comme je vous dis, dans l'entourage de Darwin, c'est très intéressant, il faut se pencher dessus. C'est ce que je fais depuis des années. Alors, j'ai encore beaucoup de lectures à avoir avant de comprendre certains aspects, mais déjà, ce que j'ai observé, c'est qu'on a des connexions d'Henry Huxley, donc le grand-père d'Aldous Huxley, avec Francis Galton, donc qui est pour l'eugénisme, qui est même l'inventeur du mot, qui sont favorables tous avec les Huxley après au transhumanisme, donc à sortir l'humain de sa condition naturelle pour le mettre dans une construction sociétale différente, et qui suit en réalité les républiques réclamées par le passé, et qui est dans le sens de certains philosophes, par exemple. Je veux dire, là, c'est une démonstration, ce que je vous fais depuis tout à l'heure. J'espère que vous comprenez quand même où j'en viens. Que on est quand même beaucoup ici au niveau de la couronne britannique, entre guillemets. Donc on se bat pour des drapeaux, on se bat pour
des appartenances, entre guillemets, au goût. Tenter de prendre le gouvernail, mais on ne l'aura jamais. Et là, on voit... J'aurais pu continuer ma pensée, mais je vais m'arrêter là, parce que sinon, après, je vais me perdre et je ne saurais où conclure. Mais c'était pour dire, regardez qui a inspiré Hitler. Bah, la craniométrie, elle existait. Vous voyez, 1836, 1837, bien avant encore qu'il soit présent. Il n'a fait que récupérer et amplifier les choses. C'est tout. C'est-à-dire que même en France, je crois que c'était en 1912, avec la fondation Rockefeller, qu'ils avaient financé la société eugénique. Margaret Sanger finançait tout autant pareil, dans la promotion de l'éradication des faibles. Et tout ça, c'est du socialisme. Je vous avais montré le couple Webb. Béatrice Webb et l'autre, je ne sais plus comment il s'appelait, là, son mari, et avec la Fabian Society. Et ça y est, on remonte véritablement. Alors, il y en a qui vont dire, mais c'est impossible que si peu de personnes aient organisé autant de phénomènes de foule. Mais regardez, par exemple, les gens, juste pour obtenir une note de leur cerveau et de leur intelligence, ils s'y rendaient. Pour recevoir 5 pence et être mesuré qu'on leur donne intelligence, ils donnaient, entre guillemets, leurs critères. Ils se laissaient mesurer, donc ils participaient en réalité à ça. C'est là où on arrive à ma vidéo de Souston, et vous comprenez que mes émissions ont tout un sens et un ordre chronologique dans ce que j'avance, quand je disais que l'apocalypse, la révélation, en fait, le moment du jugement se fera quand il y aura une succession de décisions de chacun qui nous conduira à l'horreur, à la perte d'humanité et donc à une déshumanisation. Et bien là, c'est la même chose. La personne qui allait participer de son gré juste à une mesure, alors qu'elle l'avait entente, écho de, comment dirais-je, de ses mensurations pour un autre critère, celui de différencier les hommes. Donc d'en abattir certains et de juger sur le quotient intellectuel, ce qui revient au freestyle que je vous avais proposé en 2020, où j'avais mis tout un tas de pensées, et entre autres, où je disais, je sais plus, ils veulent... c'était quoi déjà ? Nous différencier et en ramener certains à un état d'animalité par rapport à un quotient intellectuel. C'est là où on voit qu'en fait, ils nous mettent dans la casserole et qu'ils nous font bouillir. Ils nous mettent dans une ambiance. Mais là où j'en venais, c'est de dire qu'il y a une part de responsabilité de bon nombre. Et que c'est trop simple de dire qu'il n'y a qu'une seule élite qui serait coupable de tous nos maux MAUX, de tous les problèmes qui existent, et qui conduirait, voyez-vous, à l'horreur finale. La manufacture du sacrifice, la manufacture de l'Holocauste a été exactement opérée de la même manière. Chacun a joué son petit rôle, sans chercher plus loin à l'aboutissement, à ce que ça pourrait accomplir. Et évidemment, en bout de chaîne et en début, en général, c'est les plus fous. C'est ceux qui doivent tenir, voyez-vous, le périmètre, pour que les gens soient vraiment à l'intérieur, juste à jouer leur petit rôle. Et bien là, quand on continue, on voit que si l'Allemagne restait un peu réticente, l'Espagne, l'Italie et même l'Ethnological Society of London faisaient des progrès chaque jour dans la nouvelle science. On avançait vers ce qui allait devenir le système d'identification moderne, l'anthropométrie, ou le fameux Bertillon, et d'autres allaient s'illustrer. Dès 1842, par exemple, le Suédois Anders Retzius inventait l'indice céphalique, rapport entre la longueur et la largeur du crâne, et utilisait pour la première fois les mots brachycéphale, crâne large, et dolicocéphale, donc le crâne allongé. Plus tard, l'italien G. Sergi classera les crânes sous des noms savants, ellipsoïde, ovoïde, pentagoïde, sphéroïde, etc. Pourtant, malgré ces chercheurs, ces appareils nouveaux et le déluge de chiffres dont se parait la science nouvelle, l'anthropologie, je suis désolé, je suis resté sur les travaux de Martial, débutante, et spécialement l'étude des crânes se heurtait à de profondes difficultés. Donc après on a des mensonges, on a des trucages, et ça continue. On va à la page numéro 22, et on voit que pour le progrès de la connaissance craniologique, il ferait don, ces différents chercheurs nommés précédemment, de leur encéphale. On prélèverait cette pièce aussitôt après leur mort, ce qui mettrait fin aux contestations. On fit de même aux États-Unis sur la suggestion de l'anatomiste E.A. Spitzka. Ce système permit de procurer le cerveau de Broca lui-même, mort en 1880, et celui de Léon Gambetta, président du Conseil français, encore l'année de sa mort, 1882.
Il ne suffisait malheureusement pas de se procurer des crânes d'origine assurée pour démontrer la théorie selon laquelle la grosseur du cerveau était la marque de l'intelligence. Ces encéphales, mesurés scientifiquement, se montrèrent toujours très déroutants. Paul Broca fut parmi les premiers étonnés, d'autant plus qu'il travaillait avec une certaine rigueur. Par exemple, les hommes de Cro-Magnon possédaient un plus gros cerveau que les Européens du XIXe siècle. Comment était-ce possible si l'intelligence humaine n'avait cessé de progresser au cours des âges? Dans les vieux cimetières parisiens où il fit moisson d'ossements, des squelettes allant du XIIe au XVIIe siècle, XVIIIe même, il ne connut pas moins de surprises. Donc là, il récupérait les crânes dans les cimetières et nous sommes maintenant interrogés, je crois que c'est par l'université de Yale, avec... il m'échappe. Vous savez, le groupe privé là, Skull and Bones. L'étude des crânes, des os. Non, attendez, deux petits instants.